Les vraies voix du rugby, comme tous les lundis, l'émission qui ne parle que de rugby, et c'est ici uniquement sur Sud Radio. Ce soir au sommaire, le Stade Français au bord du précipice, La Rochelle qui renaît de ses cendres, Toulouse tranquille aux avant-postes, retour sur le week-end top 14, 20h15, Johanna Grisé a électrisé Twickenham avec le 15 de France féminin, passé près du Grand Chelem. On en parlera donc avec notre premier invité dans cette émission. 20h30, Brive, le bon élève de la Pro D2, 9 sur 10. On sera avec l'un de ses entraîneurs, David Derry-Carrère, pour faire le point sur la Pro D2 qui est quasiment à la fin de sa phase régulière. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300 pour parler de la Champions Cup notamment qui se profile, les demi-finales avec un certain UBB Toulouse, et puis voilà, vous pouvez réagir, participer. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonjour à tous, salut Johan. Bonsoir messieurs. Salut Philippe Spanghero. Salut. Et bien sûr, bonjour Quentin Cabanis. Bonsoir à tous. Et oui, c'est lundi bien sûr, on était tous affairés en ce lundi, on n'a pas tous suivi l'actu du rugby, mais Quentin est là pour veiller au grain les dernières news. Oui, ce week-end, Toulouse a pris le large en tête du classement et compte désormais 10 points d'avance sur l'UBB et 12 points sur le RCT 3e. Bayonne a conforté sa place de 4e, alors qu'en bas du classement, c'est plus serré que jamais. Le Stade Français est en difficulté après la gifle reçu hier à l'Arena dans le derby francilien face au Racing 92, 49-24. Les Parisiens n'ont désormais plus qu'un point d'avance sur Vannes, la lanterne rouge qui a battu le RCT avec le bonus offensif samedi. Et les Parisiens sont égalité de points avec l'USAP. Et tenez-vous bien messieurs, dans 2 semaines, on aura le droit à un Perpignan Stade Français qui sera très très important dans la course au maintien. Dans le reste de l'actualité, on connaît le nom des arbitres qui vont s'occuper des matchs de Coupe d'Europe ce week-end. La première demi-finale pour les Français, ce sera l'Irlandais Andrew Brace qui se chargera du sifflet, et puis ce sera Pierre Brousset qui va arbitrer l'autre rencontre de Champions Cup. En Challenge Cup, le Loup recevra le Racing 92 et c'est Carl Dixon qui sera au sifflet. Et enfin, les Bleus sont venus à bout du Danemark ce dimanche en finale du championnat d'Europe de rugby fauteuil. François, c'est le 3e titre consécutif pour les Français dans cette compétition européenne. Voilà, Quentin qui a été un petit peu perturbé par Yoann Huget qui lui parlait dans l'oreille. Entendre Yoann Huget dire allez Castres, moi ça me fait plaisir. Oui, tout à fait. Voilà. Pour te réveiller un peu, t'étais un peu endormi là. Tu as tenu bon et on a bien sûr écouté ces dernières infos avec beaucoup de justesse. Je me suis un petit peu trompé dans les horaires là. 20h15, on parlera avec David Derry-Carrère de Brive, et 20h45 c'est Johanna Grisé. Voilà. Mais pour l'heure, le tour de table un petit peu de l'actualité. On va rebondir sur les news de Quentin, mais quand même revenir sur la défaite inquiétante du Stade Français hier. 7 essais encaissés par les Parisiens face aux voisins du Racing. Il y a eu une bonne première mi-temps, ensuite ils se sont écroulés. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est uniquement physique selon toi de ce qu'on a vu? Parce que c'est pas la première fois, hein. Il y avait eu aussi à Montpellier une remontada. Un incroyable comme ça. Elle était plus impressionnante à Montpellier que là. Ouais. À Montpellier que là. On sent le Stade Français bien dans leur match, collectivement, individuellement, ils sont là, ils sont présents sur 40 minutes. Ils tournent en tête à la mi-temps. Et on ne sait pas ce qui se passe à la mi-temps. Il faudrait avoir des explications, je sais pas, du staff ou des joueurs, parce que c'est pas la première fois, comme tu le dis, et ils reviennent et on a l'impression que c'est toute une autre équipe. Alors est-ce qu'elle a peur de gagner? Est-ce qu'elle a la pression psychologique de jouer le bas de tableau? Il y a la qualité de l'adversaire aussi quand même qui a subi les 20 premières minutes, mais qui ensuite a bien terminé à la mi-temps quand même le Racing. Oui, ils ont bien terminé, mais tu peux pas prendre 7 essais en 40 minutes. C'est qu'il y a un problème collectif, un problème de physique, j'y crois pas, mais parce qu'on les sent au fur et à mesure avoir les épaules lourdes, très lourdes, et voilà, après ils ont subi quand même les assauts aussi du Racing. Oui, effectivement. Philippe, est-ce que toi, tu as été surpris par ces deux visages du Stade Français, et forcément, ça nous inquiète? Oui, j'étais surpris parce qu'en fait, dans le scénario, ça s'est passé à l'envers de ce qu'on aurait pu prédire, parce que cette pression-là du maintien, elle est terrible, et forcément, tu joues avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et c'est plutôt en début de match que tu as du mal à te libérer, que tu es emprunté. Et là, au contraire, on les a vus plutôt entreprenants, libérés. Et donc, on s'est dit, ben voilà, ils jouent leur va-tout. Ils sont plutôt libérés de cette pression-là.
Ils ont plutôt bien maîtrisé le début de match à leur avantage. Et puis le travail de sape des Racing Men a commencé à payer. Ils marquent un peu avant la mi-temps et ils recollent au score. Et puis après, en deuxième mi-temps, il y avait plus qu'une équipe sur le terrain. Et ça, je peux pas croire qu'à ce niveau de professionnalisme, ce soit un problème de prépa physique. J'ai lu un peu dans la presse des observateurs qui disaient qu'ils avaient 40 minutes dans les jambes. Je ne peux pas croire que ça vienne de la prépa physique. Il y a quelque chose de mental dans tout ça. Comme le disait Johan, peut-être la peur de gagner. Une fois qu'ils sentent qu'ils perdent le fil du match, même en étant toujours devant au score, ils perdent leurs moyens. Et en effet, cette deuxième mi-temps, elle est catastrophique pour eux parce qu'il n'y a pas grand-chose à en retirer. Et puis, il y a une démission collective qu'on a vu quand même plusieurs fois cette saison qui est très inquiétante. Et je disais que ce match était très important dans la course au maintien. Et là, clairement, dans la dynamique, c'est Vannes qui ressort avec beaucoup plus de certitude de ces dernières semaines. Le grand gagnant du week-end, c'est Vannes. Hein. Ça, c'est Vannes et Toulouse qui a réussi à creuser l'écart. Mais après, quand tu regardes le classement, je me posais la question de savoir si on avait déjà eu une fin de championnat. Oui, il y a eu une certitude souvent. Et là, à tous les étages. Il y a eu un maintien aux alentours de 2009 ou 10 avec Bayonne. Là, à part Toulouse, il y a la bagarre pour la deuxième place parce que l'UBB a perdu des points précieux ce week-end sur sa pelouse. Et Toulon reçoit l'UBB. Voilà. On les pensait à l'abri, assez bien installés à la deuxième place, sont remis en danger. On sait à quel point quand même c'est important de potentiellement pas passer par les barrages. Ensuite, entre la 6e et la 11e place, il y a 4 points. Et sur les 3 dernières places pour le maintien, il y a 1 point avec des dynamiques qui sont très différentes. Donc la course, elle est partout. Ouais, elle est partout. On va juste écouter Lester. Non, peut-être Johan. Le plan stratégique aussi de Patrice Colazo est très bon. Quand tu fais rentrer Cameron Oki à la 45e avec Taoufinois et Gogiashvili. Quand tu prends Tao, tu prends Tuisova, l'essai là en 3 passes, il y a eu essai derrière une mêlée, elle est pas évidente celle-là. Donc après c'est le Racing qui est peut-être pas à son niveau quand on a Le Garec, Farrell, Tuisova, il y a quand même du matos. Ils ont été au niveau hier. Hein. Oui, mais pas au niveau de son l'effectif. Ils sont pas au bon endroit dans le classement. Voilà, ils sont bien au-dessus de la 10e place qu'ils occupent aujourd'hui. On va écouter Lester Etienne hier après le match au micro de Clément Combe, qui revenait justement essayer d'expliquer ces problèmes de constance ou d'irrégularité des Parisiens. C'est un peu notre faiblesse cette année, c'est qu'on manque de constance, on manque d'agressivité sur 80 minutes. Quand on joue contre une équipe comme le Racing aujourd'hui, c'est compliqué. Quand on subit tous les plaquages, c'est compliqué. Donc ça fait mal en tant que Parisien de cette défaite-là, mais il faut se relever, c'est pas fini. Il reste 4 matchs, donc on va s'accrocher. 4 matchs, il reste effectivement. Déplacement à Perpignan le 10 mai, réception de Lyon, déplacement à Clermont le 31 mai, réception de Castres le 7 juin. C'est un tableau très difficile avec un déplacement d'abord chez un concurrent direct pour le maintien puisque les deux équipes sont à égalité à 36 points. La réception ensuite, 3 matchs ensuite avec 3 équipes qui jouent quand même la qualif, quoi. Donc c'est vrai que ça fait... Là au jour d'aujourd'hui, je vois pas où ils peuvent gagner. Sincèrement, ce qu'on voit depuis, ils ont pris 1 point à l'extérieur depuis le début de l'année. Là, sincèrement, j'aimerais arriver à me projeter, ne pas de taper sur la tête de quelqu'un qui va mal, mais quand on est objectif, on se dit où ils peuvent gagner à l'extérieur. Peut-être à Castres. Ouais. Et on rappelle, c'est à Paris. Et on rappelle quand même que Yoann Huget avait annoncé le succès de La Rochelle à l'UBB quand même. C'est pas rien. Là, j'ai pas de prédiction. J'ai pas de prédiction sur la valeur à l'extérieur du Stade Français parce qu'ils sont capables aussi de se relever et de faire des coups. Ils vont à l'USAP et à Clermont. Voilà, à l'USAP et à Clermont, ça sera effectivement difficile. Philippe, tu penses qu'aujourd'hui, le problème du Stade Français, c'est plus la 14e place que le match, le barrage d'accès de maintien? L'access match. Là, en fait, l'access match, il te permet d'espérer. Oui. Donc, vraiment, cette 14e place, elle est terrible parce que, honnêtement,
toutes les équipes là, il y en a pas une qui décroche, donc ce sera de toute façon terrible d'en voir une descendre parce que quelque part on voit par ce qu'elles proposent qu'elles ont toute leur place dans ce top 14. Mais au milieu de toutes ces équipes là, quand on parle du Stade Français qui se retrouverait potentiellement en Pro D2 avec l'histoire de ce club, quand on aime le rugby, qu'on soit supporter du Stade Français ou pas, on se dit que c'est invraisemblable, quoi. Une équipe qui est demi-finaliste la saison dernière, qui finit dans les 2 premiers de la phase régulière, et qu'une équipe qu'on prédisait potentiellement prétendante au titre, avec une équipe qui a quasiment pas bougé cette saison. C'est incompréhensible. Ouais, c'est le staff qui a bougé. Ouais, après, le tableau de Vannes est compliqué aussi. Hein. Réception de La Rochelle, déplacement à Bayonne, réception de Pau et déplacement à l'UBB. Donc, s'il gagne La Rochelle le week-end prochain, c'est fait. Donc toi, tu vois La Rochelle s'imposer à l'UBB, mais perdre à Vannes. Et alors ? Non, mais c'est 2 contextes différents. Ils ont 15 jours pour préparer La Rochelle. On voyait pas le RCT perdre et Vannes prendre le bonus face au RCT. Non, voilà, mais aujourd'hui, Vannes est capable de gagner contre La Rochelle. Quand on dit que La Rochelle va gagner à l'UBB, c'est parce que l'UBB a la Coupe d'Europe à préparer. Voilà, ils sont dans une autre politique. Mais avec le fait d'avoir récupéré, ils sont capables de gagner face aux Rochelais. Les Rochelais, le match de l'UBB leur convenait très bien. Il pleuvait, on pouvait pas trop envoyer du jeu. Les Bordelais sont tombés dedans et clairement. Mais attention, parce que si les Vantais ils arrivent à tenir le ballon et à faire courir ces Rochelais, on va l'avoir dur. Ouais, effectivement. Et ça sera le 10 mai, parce que le week-end prochain, oui, Philippe? C'était Quentin. C'était Quentin. Non, j'allais dire que de toute façon, en plus, la 13e place, c'était pas forcément non plus un cadeau quand tu vois le niveau de Grenoble et de Brive cette saison. Oui. Aller se les farcir là-bas. Et encore faut-il qu'ils atteignent la finale. Bien sûr. Voilà, même s'il il est fort, ce Quentin. Voilà, mais bon, effectivement, c'est vrai que, voilà, même si sur les dernières années, l'Access Match a plutôt souri au club du top 14. Messieurs, on va reparler de la Champions Cup vers 20h30, dans un petit quart d'heure. On fait une petite parenthèse Pro D2, parce qu'on va parler justement de Brive, le bon élève de la Pro D2, 9 sur 10 pour les brivistes, voilà, depuis ces derniers mois. On va en parler avec David Daricard, qui sera avec nous dans un instant sur Sud Radio, dans les vraies voix du rugby. À tout de suite. 20h16 sur Sud Radio, les lundis soirs, on parle rugby comme tous les lundis dans les vraies voix du rugby, avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, avec vous au 0826 300 300. Quentin Cabanis qui est aux manettes, bien sûr, pour vous accueillir au standard avec Aude, bien évidemment. Et puis, on est heureux d'accueillir surtout David Daricard, entraîneur des 3/4 de Brive, parce qu'on va faire un petit focus sur la Pro D2 et notamment sur cette fin de saison en boulet de canon des brivistes. Bonsoir David, bonsoir Dari, comment t'appelles? Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, c'est vrai qu'on le disait, cette victoire à Aurillac ce week-end passé, elle vient ponctuer ou en tout cas conclure une série quand même quasiment parfaite, quoi. C'est, j'imagine, quand on est entraîneur, on prend ses jours de répit ou de repos en étant un peu plus relâché. Exactement. En plus, le soleil est revenu, tu vois, donc tout va bien. Ouais. Tout va bien. Non, mais c'est vrai qu'on a fait on a fait de bons matchs. On est à 9 sur 10 de mémoire, en perdant dans les arrêts de jeu à Colomiers, donc on est dans les clous. C'est très bien que quand les beaux jours arrivent, les buvettes, les merguez, les bandas, voilà, ça sera bon et tout le monde peut participer et être au top, quoi. Ouais, tu sens une effervescence déjà. Il reste 2 journées de phase régulière, hein, on le rappelle, en Pro D2. Là, il y a un break le week-end qui arrive, mais ensuite il y aura 2 journées. Ouais, exactement. On reçoit Grenoble, on va à Béziers. Écoute, on verra ce qui se passe, mais nous, voilà, on travaille d'arrache-pied de notre côté pour pouvoir essayer de garder cette 2e place. On va essayer de le faire parce qu'on sait que voilà, le public de Brive cette année, ça a été des affluences au record toute la saison, donc
voilà, on va tout faire pour offrir une demi-finale à domicile à notre public qui le mérite, quoi. Yoann Huget avec David Derrick-Carrère. Ouais, salut David. Écoute, on vous sent monter en régime. Est-ce qu'il y a la gestion d'effectifs avant les phases finales ou vous posez pas de questions et voilà, sur le déplacement qui vous reste, vous allez essayer d'aller chercher les points aussi ou... Moi, écoute, tu sais que quand un entraîneur met une équipe sur le terrain, c'est pour qu'elle gagne. Mais après, on a quand même une grosse réception de Grenoble. Ça va être très intéressant pour nous. Pour nous étalonner aussi pour la fin de saison et les phases finales, donc c'est un rendez-vous très important. Et après on verra bien ce qui se passe pour ce match. On a quelques joueurs à faire jouer aussi qui n'ont pas trop joué cette saison et qui méritent aussi de participer à l'aventure. Donc voilà, on va essayer de gérer au mieux cette période-là. On rappelle quand même les positions. Vous allez recevoir donc Grenoble qui a 5 points d'avance sur vous. Ça veut dire que ça sera potentiellement un match pour la première place lors de l'avant-dernière journée de la phase régulière. Philippe Spanghero avec David Derrick-Carrère. Ouais, salut Dari. On sait que c'est jamais évident à gérer ce genre de saison où tu vises le haut du tableau, où tu as forcément de l'ambition pour une montée potentielle. Je sais que les recrutements se préparent tôt. Comment vous positionnez là dans cette vision? C'est vraiment une vision de montée et un recrutement en conséquence, ou vous considérez que vous avez encore à consolider des bases? Quelle est votre vision? On est dans une phase où le plus gros du recrutement a été effectué. Alors évidemment, après, si on monte, il faudra aller chercher 5-6 joueurs de grande qualité pour nous aider. Mais le gros du recrutement a été fait en cherchant des profils qu'on n'avait pas, aussi des profils qui évoluent en top 14 aujourd'hui et qui pourront évoluer avec nous en top 14. Donc voilà, après pour l'instant on est un peu dans l'incertitude aussi, mais le plus gros du recrutement a été effectué, en sachant aussi que on a des jeunes joueurs qui montent leur niveau de match en match et qui seront en capacité, avec un peu plus de boulot, de pouvoir poursuivre aussi, tu vois. Quentin Cabanis. Vous parlez du recrutement qui est fait. Du coup, vous avez déjà trouvé des remplaçants pour les joueurs qui s'en vont. On peut penser notamment à Mathis Ferté. Oh ouais, on les cherche, hein, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, non, mais on essaie d'être le plus attractif possible, le mieux positionné possible, et d'avoir un projet qui va essayer de séduire les joueurs. C'est pas évident, mais voilà, on a aussi quelques notions de rugby et de valeur de joueurs qui nous permettent d'aller chercher des joueurs qui seront en capacité d'évoluer au plus haut niveau à nous, quoi. Voilà, il y a aussi quand même, on va dire, vous avez déjà recruté 6 joueurs du top 14 pour la saison prochaine. Il y a déjà quand même toute cette politique, et il y a surtout un actionnariat qui a évolué. On sait que désormais que votre directeur général, c'est Edouard Coetzee, l'ancien directeur général des Sharks. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans la gestion de l'effectif? Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, sur ta façon de travailler, ont été modifiées, David? Non, pas spécialement sur le terrain, parce qu'il faut savoir qu'il n'intervient pas sur le sportif, ou très peu, mais dans l'organisation en général, dans les perspectives d'évolution du club, que ce soit sportive ou structurelle, il est d'une aide vraiment très précieuse, et il aide le club à grandir du côté sportif, mais aussi du côté structurel et professionnel. Donc très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, et on sait que l'attente à Brive est très forte. Donc voilà, il se démène pour nous faire grandir, et faire grandir le club aussi en même temps. Voilà, parce que je crois qu'il y a des ponts entre l'actionnariat des Sharks et celui de Brive. Hein. Bon, ça c'est toi qui le dis. Moi je suis pas assez calé pour ça. Bon, ok, Philippe, peut-être sur ce point justement, ou en tout cas sur les perspectives de Brive, qui est actuellement deuxième de Pro D2, rappelons-le, et qui convoite la montée, qui concernera quand même uniquement la première équipe, celle qui terminera championne à l'issue de la finale de cette Pro D2. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est cruel ce format en Pro D2. Il y a le sujet qui revient souvent sur la table de la formule, parce que c'est vrai que Brive fait une saison remarquable, et là la fin va être intéressante avec ce match contre Grenoble. Mais pour les perspectives, elles sont forcément bonnes, parce que aujourd'hui Brive a une base
qui lui permet demain de se dire qu'elle a sa place en top 14 et qu'elle peut structurer un projet. D'abord parce que, comme le disait Dari, c'est la plus grosse affluence de Pro D2 assez largement, c'est quasiment 10 000 personnes de moyenne, c'est énorme. Il y a un tissu économique quand même bien structuré avec des entreprises qui sont des soutiens fidèles. Je pense à Andros notamment, mais il y a pas mal d'autres partenaires. Il y a bien sûr Vivendi historiquement. Enfin voilà, des boîtes vraiment solides qui peuvent permettre d'accompagner un projet. Et puis on en parle souvent, mais il y a le sujet des infrastructures aussi qui accompagnent tout ça. Et Brive a vraiment pris le virage à ce niveau-là aussi. Donc voilà, la base est bonne. Et puis après, c'est le terrain qui parle. C'est exactement ça. Non, après oui, c'est le terrain qui parle, mais je pense que tout ce qui se passe autour aide aussi les garçons à se projeter sur l'avenir sportif du club. Et c'est quelque chose de très important quand le club grandit, les joueurs ont envie de participer au projet, tout simplement. Je lisais dans Midi Olympique 52 joueurs déjà utilisés. C'est un peu le Stade Toulouse, c'est un peu le Stade Toulousain. Ouais. Ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Pour l'instant, on est là, on travaille plutôt bien. La formation est de qualité dans ce club-là. Le public, comme a dit Philippe, c'est en Pro D2. On a eu plusieurs fois plus de 12 000 spectateurs au stade. Donc c'est quand même un engouement particulier autour de ce club. Cette ville vit pour le rugby. C'est quand même intéressant de participer à des projets comme ça. Effectivement, le CA Brive donc qui convoite cette place de demi-finaliste. Voilà, c'est de toute façon, il y aura un match de phase finale de chez vous au Stadium. Hein. Bah oui, mais rappelez-moi qui a fini second l'an dernier de Pro D2. Ça c'est Quentin parce que moi je perds la mémoire. C'est Van de mémoire, hein, c'est ça. Ouais. Et oui, tout à fait. Donc premier ou second. Après, ça se jouera sur 2 matchs et on verra bien. Ouais, effectivement. Bon, quand j'imagine que David, on est intéressé par la montée, on regarde aussi ce qui se passe à l'étage au-dessus et on est intéressé par peut-être l'Access Match. Qui sera 13e de top 14 ? On te pose la question, Dari. Qui sera 13e de top 14 ? T'as vu le classement là ? T'as vu le calendrier ? C'est chaud. J'ai envie de te dire, celui qui sera le plus en forme, mais j'ai l'impression qu'ils vont tous s'accrocher terrible. Après, Perpignan a peut-être un peu plus d'expérience de batailler sur des moments comme ça de la saison, mais rien ne dit qu'ils résisteront au Stade Français ou au Racing ou même un autre, on ne sait jamais, mais bon. C'est très dur à dire. C'est très dur à dire vu les calendriers, vu les victoires à l'extérieur qu'il y a en ce moment. Donc c'est celui qui résistera le plus à la pression, je pense, qui pourra s'en sortir, quoi. Ouais, mais tu préfères prendre un habitué de l'Access Match comme l'USAP ou un novice comme le Stade Français qui va se demander ce qu'il fait là ? Ou Van. Quoi qu'il arrive, ce sera dur. Quoi qu'il arrive, ce sera dur et quoi qu'il arrive, on va tout faire pour l'éviter. Bon, j'imagine que tu regardes aussi quand même la course pour le top 6. Clermont a marqué des points précieux, mais La Rochelle aussi. Voilà, il y a ton fiston qui joue avec l'ASM. Ouais. Comment tu vois sa fin de saison, Léon ? Oui, je l'espère la meilleure possible. Il a été blessé, le pauvre, pendant un moment. Il n'a pas pu participer à être avec 42 à Marcoussis avec le groupe France parce qu'il a été blessé, donc il a été un peu frustré par rapport à ça. Il a bien récupéré. Je pense qu'il revient en forme physiquement. Son deuxième match ce week-end, a été de grande qualité. Donc j'espère qu'il va continuer sur ce lancer et faire une fin de saison très 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 bonne, quoi. Ouais, très bonne. Et effectivement, tiens, Johan, sur Léon, justement, t'as peut-être des choses à dire, toi. Sur Léon, non, pas forcément, mais c'est bien qu'il revienne au bon moment et voilà, pour goûter au sprint final qui a l'air très intéressant du côté de Clermont. Mais j'avais une question pour Dari sur la performance Castres ce week-end. Tu connais un peu le groupe. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est préjudiciable pour la suite ou c'est juste un croc en jambe ? Bon, je pense plutôt que c'était prévu, c'était calculé. Ils savaient très bien qu'ils joueraient un match
très difficile. Il voulait pas hisser des plumes. Je pense qu'il se prépare pour la réception de Clermont et qu'il voulait surtout pas blesser des joueurs pour la fin de saison. Je pense que c'est pour l'importance du match contre Clermont à domicile était la plus importante. Après, moi, ça me fait plaisir de voir des Yann Pesson, des Egdar, des Séguré. Voilà, c'est des garçons que j'apprécie et qui ont foulé un peu du stadium contre le Stade Toulousain. Donc voilà, c'est pour eux c'est une bonne chose. Après pour le CO, je suis pas inquiet. Tu le sais, Johan, ils seront là. Ça, je sais, ouais. Ça laisse pas insensible, Johan, à chaque fois, les performances du Castres Olympique. Non, pas du tout. On regarde ce petit club. En petite ville, donc. Bon, en tout cas, Dari, merci d'avoir été avec nous. Tu parlais de Yann Pesson, qui sera d'ailleurs à Brive la saison prochaine. Elle fait partie des joueurs que vous avez enrôlés. Je crois qu'il y a aussi Raizuke côté Castré. Exactement. Voilà, en tout cas, cette fin de saison, bravo pour déjà ce 9 sur 10. Et puis, la reprise est quand cette semaine? C'est une semaine de off ou il y a quand même du travail? On a laissé quelques jours aux joueurs. On se retrouve mercredi. On va faire un entraînement, on va faire un barbecue avec toutes les familles et on relâchera les joueurs un peu jusqu'à dimanche. Bon, profitez de cette semaine avant le sprint final, la Pro D2 que l'on suit bien sûr sur Sud Radio, bien évidemment, et notamment ce Brive Grenoble que l'on va suivre. Et ce sera pas ce vendredi, mais le vendredi suivant. Voilà. Merci en tout cas la semaine suivante. Merci. Avec grand plaisir. Merci Avec David. Et à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va bien sûr continuer notre émission, Les Vraies Voix du Rugby, avec Philippe Spanghero, avec Johan Huget. Toujours là. Et oui, bien sûr, mais il n'y a pas de pause. Ah non, non, bien sûr. On continue. On a payé Philippe. On peut pas boire un coup, voilà, avec le champion du qui je suis, Philippe Spanghero, qui est là, bien sûr, et le demi-finaliste Johan Huget du week-end dernier. On va même pas revenir là-dessus. Demi-finale, justement, on va en parler. C'est la Champions Cup, voilà, avec l'information que tu donnais tout à l'heure, Quentin, tu le rappelles. Sera l'arbitre de cette rencontre en ce qui concerne donc le match entre l'UBB et le Stade Toulousain. Ce sera Pierre Brousset qui arbitrera l'autre demi-finale. Et puis en challenge, ce sera Carl Dixon qui sera au sifflet de Lyon Racing 92. Le vainqueur rencontrera en finale le vainqueur de la demi-finale entre Édimbourg et Basse. Voilà, et les Français donc un trio arbitral français qui arbitrera Leinster Northampton. Pierre Brousset. Et tiens, on va commencer Johan avec avant de parler du bébé Stade Toulousain, avec cette demi-finale, le Leinster face à Northampton. On a vu quand même cette équipe de Northampton qui a été assez dure avec les clubs français, Clermont, Castres, qui produit du jeu. Il y a des jeunes joueurs, Freeman, voilà, Smith, Pollock, même si je suis un peu plus sceptique. On le déteste. On le déteste. Mais c'est bien, c'est que sa première saison. Ouais. Il est fort, hein. Ça peut durer 20 minutes. Il est fort. Mais justement, tu penses que c'est promis aux Irlandais, ce Leinster Northampton? Oui, bien sûr. Bien sûr, il ne peut pas y avoir de surprise. Non, aucune surprise. Ils sont formatés. Ça fait 2 ans qu'ils attendent ça depuis la défaite face à Toulouse. Donc voilà, ils sont toujours présents en demi-finale. Donc même s'ils vont résister et ils vont faire belle figure, et ça on n'en doute pas. Mais ils sont pas encore au niveau du Leinster collectivement surtout. Voilà, le Leinster qui brigue, qui convoite une 4e finale. Tu mets pas une petite pièce quand même, Philippe, sur les Anglais de Northampton? Non, je pense que le Leinster va avoir un match compliqué. Après, mon point d'interrogation, c'est sur ce manque d'adversité quand même, parce que c'est vrai que dans ce tableau, ils ont eu, sans faire offense à leurs adversaires, mais honnêtement, ils ont eu des matchs trop faciles à ce niveau de la compétition. Quand tu mets 50 points en phase finale les 2 fois, ça veut pas dire grand-chose. Donc, et surtout en faisant des zéros, en encaissant rien du tout. Ouais, non, mais donc la vraie question c'est ça, c'est-à-dire parce que à côté de ça, dans leur championnat, est-ce qu'ils ont ce niveau d'adversité aussi? J'ai pas vu leur calendrier depuis les derniers matchs de phase finale Champions Cup, mais voilà. Ils ont fait tourner le week-end dernier. Voilà, ils ont perdu. Du côté de Toulouse et de l'UBB, ça a été différent. Allô. Ouais, du côté de Toulouse et de l'UBB, ça a été différent. Tout à fait. Mais donc, pour toi, il y aura pas de surprise?
Alors, je pense que le Leinster va passer. Je suis d'accord avec Johan. Honnêtement, ça fait trop longtemps que ça leur échappe. Et puis, c'est clairement l'objectif prioritaire des provinces irlandaises et particulièrement du Leinster. Donc, ils ont ça en tête et voilà, ils ont bien en tête les derniers scénarios. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir un match compliqué. Ouais, eh ben, écoute, on va suivre ça bien sûr. C'est une demi-finale. Hein, c'est une demi-finale. Justement, il y aura une demi-finale le dimanche. On va la vivre bien sûr sur Sud Radio. Cette demi-finale, ce sera un des temps forts de la semaine prochaine, dimanche 4 mai, coup d'envoi 16h. UBB face à Toulouse. On a déjà eu cette demi-finale. C'était quand Christophe Furios, c'était 2021, était entraîneur. L'UBB jusque-là avait un parcours quasiment parfait, mais il y a eu un accro, Johan, ce week-end avec cette défaite qui a été quand même. Alors oui, il y avait la Champions Cup qui se profilait, mais elle a fait mal quand même. En fait, on a trouvé une équipe de l'UBB qui n'a pas su s'adapter aux conditions climatiques. Qui a essayé d'envoyer du jeu, et force est de croire qu'à ce moment-là, même si elle éclaire un peu de Mathieu Jalibert sur cette relance ou pénalité jouée vite, ils n'ont pas su s'adapter aux conditions climatiques et jouer un peu plus devant. Ils ont continué à garder leur on va dire leur jeu de jouer vite, de jouer les ballons. Mais des fois, il faut s'adapter, et à ce moment-là, je pense que la charnière aurait dû un peu lever le pied et aller un peu plus occupé chez l'adversaire. Ouais, Philippe, c'est quoi? Ils avaient la tête ailleurs, ces Bordelais, ou alors voilà, ils sont passés à côté un jour sans? Ouais, non, je pense qu'ils se sont passés à côté parce que la tête ailleurs, encore une fois, ils ont étoffé leur effectif, ils ont les deux tableaux à jouer. Il y a quand même beaucoup d'enjeux en top 14 pour cette deuxième place, parce qu'on le répète, mais pouvoir faire souffler les organismes en phase finale, c'est ce qui leur a peut-être manqué la saison dernière. Donc non, je pense qu'ils sont passés à côté. Moi, c'est vrai que le point d'inquiétude, c'est vraiment ce manque de réaction, d'adaptation dans le match. Et puis surtout, à quel point ils ont été dominés dans le jeu au sol. Et ça, c'est vrai que contre Toulouse, si tu leur laisses quand même prendre de la vitesse, sortir les ballons vite et mettre le jeu en place, ça peut être compliqué. Donc c'est une zone dans laquelle ils étaient quand même plutôt performants. Et là-dessus, ils n'ont pas su répondre présent. Ouais, ils ont bien répondu face à Toulouse. Ils ont gagné déjà 2 fois. Donc normalement, ils vont répondre sur ce jeu, sur ce principe de jeu-là. Le jeu au sol, ils le savent. Maintenant, ils ont battu 2 fois Toulouse, ils savent comment les battre. Ouais. Tout le monde sait comment battre Toulouse, mais il faut y arriver. Ouais, mais là il y a un petit sourire narquois de Johan. C'est toi qui me regardes en rigolant. Il remet la pression sur l'UBB. Voilà, et qui met la pression sur l'UBB. Ils vont arriver à switcher. C'est pas du tout la même compétition. On vous connaît. Mais justement, ces 2 défaites, c'est le levier principal de motivation, les 2 défaites de la saison, où ils en sont plus là, les Toulousains là. Par rapport à l'UBB, non, ils vont se concentrer sur leur jeu et ce qu'ils vont mettre en place. La victoire ou défaite de l'UBB ne change en rien leur préparation. Je pense qu'ils connaissent déjà l'UBB par cœur. Ils se connaissent, ils s'affrontent déjà depuis quelque temps à ce niveau de la compétition. Donc Toulouse est un peu par devant parce qu'ils ont un peu d'expérience à ce niveau-là, mais l'UBB n'est pas en reste. Ils connaissent le parcours, ils progressent. On l'a vu l'année dernière, ils sont arrêtés en quart, là ils sont en demi. Mais je pense qu'il faut quand même de l'expérience pour franchir chaque palier dans cette compétition. Voilà, ça veut dire que si je te suis, on va avoir une finale Toulouse-Leinster. Non, moi j'ai rien dit. Ouais, attention. Non, je dis, il faut de l'expérience, et il commence à avoir de l'expérience, l'UBB, pour franchir chaque step et aller plus loin. Ouais, superstitieux. Pardon ? T'es superstitieux ? Pas du tout. Oh, c'est une question pas du tout. Ils se déplacent à l'extérieur, Toulouse. Donc sur ce match-là, il n'y a pas de pression. Comme ils sont allés à Toulon, ils vont avec leur jeu et leur expérience. Et puis après, ils verront bien. Ouais, à l'extérieur, ça sera le Matmut Atlantique. Hein, ça ne sera pas l'Escure et Chabot. Mais c'est à Bordeaux. Oui, tout à fait. Même s'ils avaient été à domicile, ça aurait été à Bordeaux. Ouais, tout à fait. Mais bon, en tout cas, c'est une belle affiche. Est-ce que, selon toi, Philippe, on a vu le jeune Darroch là qui a plutôt brillé à la mêlée. Est-ce qu'il est capable, c'est arrivé dans l'histoire des fins de saison toulousaines, est-ce qu'il est capable de venir un peu bousculer la hiérarchie? Bousculer, je sais pas, parce que malgré tout, Paul Graou a quand même pu engranger pas mal d'expérience des matchs importants. Il parle sur le banc, je pense, non ? Tu parlais sur le banc.
Au moins, en tout cas. Au moins sur le banc, mais voir plus si affinité. Ouais, non, alors oui, sur le banc, la question se pose, franchement. La question se pose, honnêtement, il a répondu présent. Moi, j'aime bien ce profil de joueur. Je suis pas complètement rassuré par Saito, même si j'ai vu que le stade l'avait fait re-signer. Il va prolonger. En termes d'expérience, Saito n'a pas plus des grands matchs que Darroch, donc je sais pas. En tous les cas, pour venir prendre le maillot de titulaire, j'y crois pas. Mais sur le banc, ça se discute. Ouais, toi tu connais la maison toulousaine, voilà, on aime aussi. Il y a eu Paul Coste dernièrement dans les phases finales. Ça fait partie de la culture de ce club. On aime un peu brouiller les cartes. Brouiller les cartes jusqu'à un certain niveau. Doucement, il ne faut pas être suicidaire non plus. Pour le club et pour le joueur, l'essentiel c'est qu'on voit des jeunes joueurs arriver, prêts, aguerris. Mais on les jette pas n'importe où, n'importe comment. Et je pense que là, sur ce match-là, il aura des consignes, je pense, pour aller plus du côté de la Rade et de Marseille que du côté de Bordeaux pour continuer à progresser, à jouer des matchs sans pression ou avec un peu de pression à l'extérieur comme Toulon. Saito, valeur sûre parce qu'il a quand même le niveau international. Il a l'air pas trop ressentir la pression. Ou le retour d'un blessé. Ange Capozzo. Ange Capozzo, t'as peut-être des infos là. Non, on va travailler là. Ça a été dit qu'il se remettait plus vite que prévu. Ouais. D'accord. Ça a été dit. Mais oui, on va dire rayon des petites surprises de phase finale. En tout cas, ça pourrait être. Pas griller un jeune comme ça juste après une bonne performance. Voilà, d'accord. On patiente pour Darroch, on a compris. On rappelle quand même que Toulouse est d'ores et déjà qualifié, tout comme l'UBB d'ailleurs, pour la phase finale du top 14. Mathématiquement, 10 points d'avance pour les Toulousains en top 14. Voilà, donc le point clé, ça sera le jeu au sol. Donc ça va être quoi la réponse, parce qu'on sait qu'il va y avoir un Willis pénible. Du côté de l'UBB, ils sont pénibles aussi au sol. Là, c'est que là, ils avaient fait tourner devant un petit peu. On parle de Petit, Samou qui n'était pas là. Je pense que le jeu d'occupation et le jeu aérien sera la clé de ce match. Oui, le jeu d'occupation, pourquoi ? Parce que c'est d'abord occupé, mettre la pression chez l'adversaire. Voilà, peut-être que les ailiers bordelais sont très rapides, sont très efficaces en attaque et en défense, et peut-être que leur petit défaut ou leur point à améliorer, ça serait dans les airs. Voilà, qui va jouer en 10 ? C'est la question, Philippe. Parce qu'on a vu Ramos ce week-end contre Castres. Excellent. Il a été bon. Hein. Oh là là. Non, mais Ramos, on n'est même plus à avoir de débat. De toute façon, mais. Et non, mais il n'est pas blessé. Romain est encore un peu il a blessé, il est ménagé et il ressort sur les grosses occasions. Ouais. C'est la voiture du dimanche. Tu la gardes, tu la gardes au garage et puis pour les grosses occasions, tu la sors. D'accord. Donc. Non, mais c'est vrai. Après, Kingorg est blessé pour longtemps. Non, c'est un coup. C'est ce qu'il disait dans la presse. Dans la presse, c'est le WhatsApp. On dit beaucoup de choses dans la presse. Non, mais parce qu'il y a un sujet au fond du terrain quand même. Donc, si Kingorg ne joue pas, pour moi, il n'y a pas de débat. Il faut que Ramos joue en 15 et t'as Malia. Soit Malia, soit Romain Tamac, il est c'est moyen. Mais pour moi, si Kingorg ne joue pas, il n'y a même pas de sujet. Il y a besoin de Ramos au fond du terrain. Ouais. On a vu quand même un Marchand aussi qui revient au premier plan. Ça veut dire que c'est lui aujourd'hui le numéro 1 au poste. Johan ? Il n'y a jamais eu trop de débat entre les deux. Tout dépend celui qui va démarrer le match alors. Tout dépend de la stratégie que le stade voudront mettre en place. Voilà, si c'est du jeu, on favorise plus Peato, et si c'est le jeu au sol avec Willis et Jules Marchand, ça crée une complémentarité où on a plus de chances de gratter de ballon. Mais je crois que cette année, entre Willis et Julien Marchand, ils n'ont pas trop évolué ensemble parce que je pense que ça perd un peu de densité sur la défense. Mais là, ce week-end, quand Julien Marchand est rentré, je crois que Willis est sorti quelques minutes après. Donc voilà, ils ont 2 minutes après. Ils ont cette faculté à être complémentaires, et ça, c'est important pour le club.
Important, effectivement. Est-ce que ça sera important, tiens, de se retrouver en phase finale 9 mois ou 11 mois après la finale perdue, 10 mois après la finale perdue au Vélodrome, Philippe, pour l'UBB? Est-ce qu'il y a un traumatisme encore qui est présent, même si dans la saison régulière, on a vu cette équipe de l'UBB rebondir très vite, mais là, on est maintenant dans les matchs cruciaux, les matchs couperés. Non, mais je crois que là, la finale, elle est évacuée. Ils ont su battre Toulouse en phase régulière. Là, après, honnêtement, il y a toutes les équipes qui jouent Toulouse quelque part. Elles ont le traumatisme de jouer Toulouse parce que Toulouse perd très peu en phase finale. Donc, sans avoir en tête forcément l'historique de la dernière finale, t'as une appréhension particulière quand tu prends Toulouse, c'est obligatoire. C'est même au-delà du Leinster et des autres équipes, parce qu'ils ont cette faculté, cette expérience des grands rendez-vous. Même quand tu les tiens jusqu'à la 70e, 75e, si tu leur as pas mis le coup de grâce, ben tu sais que tu es en danger. Donc il y a un truc particulier mental, je pense, qui se joue quand tu joues Toulouse, au-delà du traumatisme de la saison dernière. Après, ils sont à domicile. Toulouse est champion en titre, mais malgré tout, l'UBB aujourd'hui, ils ont aussi un statut à faire valoir. Ils ont fait une grosse phase régulière, ils commencent à être habitués de ces phases finales. Donc, ils ont une forme de pression sur leurs épaules obligatoire au-delà de l'histoire. Ouais. Après, battre Toulouse, c'est en demi-finale, parce qu'on sait qu'ils sont plus vulnérables qu'en finale, parce qu'il y a cette confiance des finales gagnées, le poids aussi de ne pas être la première équipe à perdre en finale. Donc voilà, s'il y a un coup à faire pour l'UBB, c'est là. C'est là, effectivement, et ce sera donc dimanche 4 mai. Ce que l'on va vivre effectivement sur il n'en pense pas un mot, Johan. Non, mais je sais pas quoi dire. Il sait pas quoi dire et du coup il rebondit sur. Non mais c'est incroyable. Le petit sourire sur la. Mais je rigole parce que Quentin il me fait rire. Mais ouais. Non mais attendez. Philippe parle de Toulouse, il dit oui, c'est personne rebondit dessus, mais bizarrement quand c'est moi, là il y a personne qui me croit. Tout à fait. Mais bon, en tout cas, non, juste quand même dernière petite question par rapport à l'UBB. Tu reviens. Allez. Non, mais... Tu veux des punchlines, c'est ça que tu veux? Est-ce que la petite défaite quand même qui a été cinglante face à La Rochelle, est-ce qu'elle n'a pas réveillé un peu ces petits tourments de la finale perdue est-ce que ça n'a pas fragilisé psychologiquement à quelques jours d'un rendez-vous qui est important quand même? Non, ça n'a rien à voir. Imaginons que ça commence mal face à Toulouse, que le départ soit un peu cata. Est-ce que cette plaie-là va pas se rouvrir? C'est ma question. Non, c'est deux compétitions différentes. Ils vont l'aborder. Je sais même pas s'ils vont faire un retour vidéo sur ce qu'ils ont fait ce week-end parce que d'une part, ça ne sert à rien. C'est pas du tout les mêmes arbitres. On sait pas la météo, mais en tout cas, même si ça se passe mal, ils jouent à domicile. Ils vont être portés par un public extraordinaire. Et voilà, ils répondent toujours présents dans les grands moments. Ça va être vraiment, ça va être une tâche ardue pour les Toulousains. Philippe? Ouais, non, mais alors, honnêtement, en vous écoutant, je me pose la question de savoir ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux piquer au vif les joueurs en disant, vous voyez, on est vulnérable et les remobiliser, ou est-ce qu'il vaut mieux aborder ce genre de rendez-vous avec une confiance décuplée? Honnêtement, je ne sais pas trop. Mais là, c'est du pain béni pour Yannick Bru de préparer ce match. Ah, mais ça, c'est sûr. Là, ça, c'est sûr. Après, il n'y a rien à faire. Dans le staff, voilà. Et tu le disais, il n'y a même pas besoin de faire la vidéo du week-end dernier. Donc, mais bon, à la fois, ça te met un petit doute dans la tête avec une vraie contre-performance collective, quoi. À voir, en tout cas, des averses prévues sur Bordeaux à ce jour, sur l'appli Météo France, mais ça peut évoluer d'ici là, surtout quand on n'est pas très loin de l'Atlantique. On va y aller justement au bord de la Garonne dans un instant, retrouver Johanna Grisé qui sera avec nous, bien sûr, parce que on va parler de rugby féminin. Oui, on a vibré sur Sud Radio samedi pour cette finale du tournoi des 6 nations féminins. Les Françaises sont inclinées 43-42
42. C'était un score absolument époustouflant, un final qui nous a fait vibrer avec 7 essais de Johanna Grisé qui est intervenue à la 79e à peu près et sur 80e 79 et quelques minutes, voilà, et on s'est régalé en le vivant sur l'antenne de Sud Radio. On l'a pas encore bien sûr, mais Johanna est avec nous et on est très heureux de l'accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Johanna Grisé avec Johan Huget bien sûr et Philippe Spanghero. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Comment ça va? On a envie de dire 2 jours après cette défaite cruelle, 43-42, un petit point. Ça va. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression d'être passé sous un bus là. Ça fait 2 jours, donc j'ai besoin de récupérer un peu et puis il faut se remettre de ces émotions. La troisième mi-temps, pas tant, je vais vous dire, parce qu'on a eu un départ très tôt, donc on n'a pas fait la grosse siesta. En plus, le cœur était un peu tristoun, mais dans l'ensemble, ça va. On se remet doucement. Ouais, ça veut dire que là tu as déjà rejoint Bordeaux, tu joues pour les Lions, hein. Exactement. Voilà, bon, donc attention aux averses dimanche, hein. Je sais pas si tu joues avec ton club ou si tu iras au stade voir les garçons de l'UBB face à Toulouse. Tu peux faire les deux, hein. Ouais, mais peut-être. Justement, donc là t'es rentré à Bordeaux, tu l'as revu le match? Oui. Ouais, on a été studieuse, on a quasiment tout regardé le match dans le train retour. Ah oui, et c'est dur de voir quand on a inscrit 6 essais. On rappelle quand même le scénario, 23e minute, il y avait 31-7 pour les Anglaises. À ce moment-là, on était à l'antenne sur Sud Radio, on s'est dit aïe, ça va chiffrer. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, Johanna, à ce moment-là? Ouais, non, mais je pense que on a eu clairement 20 minutes de passage à vide complet et c'est ce qui nous coûte le match, hein. On n'a pas réussi à mettre ce qu'on s'était dit en défense, devant on a été malmené, derrière un peu aussi, et puis je pense juste qu'on a réussi à tenir un peu plus le ballon, à faire moins de mains, moins de fautes tout court, et en fait quand on se met à jouer, clairement on rivalise quoi, donc c'est juste dommage d'avoir eu un si grand temps entre guillemets à côté quoi. Johan, pour Johanna, peut-être une question justement. Oui, salut Johanna. Nous on a regardé on était, comme a dit François, on a été studio, on a regardé le match avec beaucoup d'envie que vous puissiez renverser ces Anglaises. Mais en fait, d'un point de vue téléspectateur, hein, je te parle, je sais pas comment toi tu l'as ressenti sur le terrain, mais on vous a senti en réaction. C'est-à-dire dès qu'elle prenait un peu le large, vous dites non, on peut pas prendre en gros une branlée, il faut qu'on se réveille. Et là, vous avez commencé à jouer 1 fois, 2 fois, et ce dernier ballon à la fin où on se dit est-ce que c'est de la frustration ou de le laisser échapper comme ça. Alors ça arrive à tout le monde, hein, bien entendu, mais ça reflète cette dernière action un peu le match. Proche et loin à la fois. Je sais pas quel est ton ressenti. Ouais, non, mais je pense que tu as plutôt bien résumé la chose. Je pense qu'au début, c'est un peu typique un peu de cette équipe, j'ai l'impression depuis un moment, c'est que c'est pas qu'on a du mal à croire en nous, mais on se rend compte qu'en jouant que finalement en fait on y est complètement et que c'est à notre portée, et ça on s'en rend compte toujours un petit peu trop tard quoi. On a toujours ce truc où pendant 20 minutes, 25 minutes, on est un peu attentiste, je trouve, on n'arrive pas à mettre notre jeu en place, c'est timide, c'est timoré, et puis quand on se rend compte que là on est en train de se faire assommer, j'ai l'impression que tout le monde lâche un peu son cerveau et puis se dit en fait c'est du rugby, il faut qu'on joue maintenant parce que si ça continue comme ça on va en prendre 80, et puis là tout à coup tout le monde se réveille et puis ça se met à jouer quoi. Ça donc se libère. C'est juste dommage qu'il y ait toujours ce laps de temps avant d'imposer clairement notre jeu quoi. Et d'un point de vue votre système de jeu, d'attaquer toujours aussi loin comme ça, vos avants, ils doivent vous détester, non, de les mettre à rude épreuve, de jouer dans vos 40 mètres à chaque fois sur des longues possessions. Ça doit être assez éprouvant, non, pour les filles. Ouais, bon après c'est pas moi qui suis à la charge du projet de jeu, hein, donc là c'est pas moi qui faut aller dire ça. Moi j'avoue que si je pouvais avoir plus de ballons derrière, c'est pas moi qui dirais non, mais je pense que là justement on commence à montrer que derrière on a des arguments, et puis ça serait bien effectivement qu'on laisse reposer un peu plus nos avants et qu'on nous fasse bosser un peu plus, donc à bon entendeur. Bon, t'en as eu pas mal de ballons, hein. Ouais, si, ça va, ça commence. Mais ça s'est libéré, je pense, au fur et à mesure du destination. On l'a vu, on a eu un jeu à un moment très, très devant, quoi, très en noir, très.
j'ai envie de dire presque on te sent frustré un peu. On te sent frustré. Oui. Ouais, bah non, pas frustré, non, en vrai, je suis hyper fière de cette équipe et je trouve que vraiment ça, on progresse et c'est juste dommage qu'on arrive seulement à mettre notre jeu en place, voilà, sur ce dernier match et sur ces 40 dernières minutes, quoi. Il n'y a pas eu de pression de Twickenham de votre équipe? Tu penses? Je sais pas, je pense pas ça. Je pense qu'après c'est individuel. Forcément, je pense que ça peut être impressionnant. Après, je pense que c'est pas nous qui avions la pression, quoi. Sincèrement, ça fait je sais pas combien de temps qu'on les a pas battus. On a fait insémination un peu en demi-teinte, donc en fait on arrive, on sait clairement qu'on n'est pas favoris. Donc moi je trouve que c'est la meilleure posture d'arriver là-bas sans avoir rien à perdre, quoi. Donc je suis pas sûre de ça. Bon, Philippe Spanghero avec Johanna Grisé qui est avec nous et qu'on est très heureux d'avoir avec nous 2 jours après cette finale perdue à Twickenham d'un petit point, Philippe. Ouais, bonjour Johanna. Alors malgré le scénario qui est un peu cruel sur la fin, mais bon, vous êtes quand même de très loin en début de match. Est-ce que c'est pas quelque part le meilleur des scénarios pour accumuler la confiance nécessaire pour cette échéance de la Coupe du Monde en se disant bon ben voilà, ces Anglaises finalement on n'est pas loin, on sait quelque part mieux qu'avant comment les prendre et puis faire le plein de confiance, même s'il faut toujours aborder les compétitions avec de l'humilité, mais peut-être davantage dans ce groupe que ce que vous en aviez jusque-là. Oui, totalement. C'est vrai que ça a été une saison un peu compliquée. On a fait une tournée d'automne vraiment, faut le dire, hein, pas terrible en point de vue performance et contenu. Et je pense que là, la fin de Destination, ça nous montre qu'en fait, ça y est, quoi. On rentre un peu dans les clous du top 3 et que c'est totalement faisable, quoi. Si on arrive à imposer notre jeu pendant 80 minutes, ce qui n'est pas toujours évident, mais voilà, je pense que juste on vient de comprendre et tout le monde a compris, et je pense que c'est aussi un message important pour le reste des pays, c'est que on sera présente cet été et que là on passe à côté d'un point, mais j'ai envie de dire je préfère que ça soit maintenant que cet été, quoi. Et puis on a du coup maintenant beaucoup de contenu pour bosser dessus et puis arriver vraiment avec de la confiance et un jeu affûté pour août. Ouais, 117 jours, hein, je lisais ça dans le Midi Olympique, et le Brésil et l'Afrique du Sud notamment en poule, hein. C'est ça, donc a priori c'est quand même largement dans vos cordes pour sortir première. De toute façon, il faudra en demi-finale, comme ça avait été le cas en 2022, retrouver un gros, et c'est souvent l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Donc on va dire ce que vous avez fait il y a 2 jours, il faudra le reproduire à ce niveau-là de la compétition. Qu'est-ce que vous êtes dit avec les filles le soir? Il y a pas eu une grosse fête comme tu le disais, mais j'imagine que autour d'un verre ou d'une petite eau plate. Bière sans alcool. Oui, bière à 0%, bien évidemment. Qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes donné rendez-vous? Qu'est-ce que vous en avez parlé ou vous êtes passé à autre chose? On en a un petit peu parlé. Après, je pense que là, sur le moment, on n'avait plus besoin de se dire grand-chose. Je pense que tout le monde a compris et intégré ce qui venait de se passer, quoi. Je pense que là, on a tous pris conscience que on avait un groupe qui était capable de tout et clairement d'être championne du monde, parce que quand on fait 42-43 avec, j'ai envie de dire, autant de fautes, presque de mains, de fautes même dans le jeu et de passage à vide, c'est que concrètement, on va être capable de faire quelque chose de plus concret, quoi, et de plus appuyé cet été. Et non, tout simplement se dire que ça y est, je pense que le plus compliqué est derrière nous et maintenant il nous reste le meilleur avec du contenu et de la confiance. Oui, tu l'as revu cette action de la 72e minute avec c'était qui, Romane, Marine Ménager, voilà, qui t'envoie voilà, il y a une occasion là qui peut-être vous permettre de marquer. Celle-là, c'est. Ouais, moi je l'ai revu. J'ai revu le match. Après, j'en ai pas rediscuté avec Marine. Après, bon, ça tient pas que à ça non plus. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'en amont, qu'on peut mieux faire. Après, oui, ça fait partie des 2 occasions manquées sur lesquelles il faut qu'on arrive à être plus incisive et à pas louper, quoi. Ouais. La fin de saison pour toi, Johanna, on sait que tu es une settiste avertie. Là pour l'instant pas de 7 pour toi, de toute façon jusqu'à la Coupe du Monde, c'est une année 15 pour toi. Mais avec les Lions, ça donne quoi? Ouais, c'est ça. Cette année, je fais que du 15. Et puis, là, il y a un gros mois qui nous attend. Il reste 2 matchs de classement. Et puis, les phases finales avec Bordeaux. Donc, si tout va bien, on restera première jusqu'à la fin. Et puis, une demi et une finale à faire pour aller chercher un titre. Donc, j'ai hâte.
Oui, et oui, parce que c'est ta première saison, on est d'accord, à Bordeaux. Hein. Exactement. Moi, c'est vrai que j'ai passé de 15 en club, moi, depuis 6 ou 7 ans. Donc, c'est une première et j'espère enfin pouvoir soulever un bouclier et un titre. Ça serait cool. Voilà, Attention, il y a d'autres clubs qui le désirent aussi. Hein, attention. La Garonne est grande. La Garonne est grande. Elle est longue. Elle est longue, cette Garonne. Et attention, effectivement. Qui en demi-finale, du coup? En demi, c'est une très bonne question. En fait, on attend que Blagnac finisse ses matchs. Ça va se jouer. Je sais plus trop. La carré finale, c'est Romagna, Blagnac, Toulouse et nous. Donc il me semble que vous allez à Montpellier, non? Dans 15 jours. Là, oui. En termes de classement, oui. Nous, on va à Montpellier et ensuite on a Blagnac. Mais je pense que la demi, on va les jouer entre soit l'ASM, soit Blagnac peut-être. Je sais pas. Voilà. De toute façon, on va dire c'est 3-4 équipes qui se retrouvent toujours. C'est les copines de l'équipe de France qui deviennent adversaires. Alors comment on fait pour switcher? Il n'y a pas le choix. Hein. Quand on arrive sur le terrain, il n'y a plus de potes. Hein. Malheureusement, il y a 80 minutes où on se connaît plus. Hein. Là, chacun défend son bout de gras et puis il faut y aller. Bon, voilà, on se remémore quand même ton essai. C'est le plus beau que tu as inscrit à la 79e minute, le plus beau que tu as inscrit en équipe de France, Johanna? À 15, oui, sûrement. Hein. Enfin, je pense que surtout au vu du scénario, c'est vrai que les essais un peu de la dernière minute qui te permettent de remonter au score, c'est toujours des essais qui sont marquants et puis qu'on partage en équipe et qui sont importants. Mais ça aurait été bien que ça finisse avec quelques points de plus. Mais ouais, non, c'est un chouette souvenir. Voilà. Le fait qu'elle tombe, c'est ça qui te permet d'accélérer ou tu avais déjà pris ta décision avant? Alors très sincèrement, je vais vous dire la vérité, j'avais déjà pris bien avant ma décision. Je suis pas la plus grande joueuse, c'est-à-dire j'ai pas des super passes, mais ça il faut pas le dire, de toute façon personne n'écoutera hors France ça. Mais oui non, j'avais vu le trou et puis bon là après il fallait aller tout droit quoi. Donc tant mieux qu'elle tombe et ça me va très bien. Et Johan, t'as souligné quand même, tu connais un peu le poste, t'as souligné l'aisance technique et le changement de main du ballon pour mettre le raffut. C'est pour ça que je demandais si elle avait déjà anticipé le fait qu'elle tombe, mais vu son changement de ballon, c'est qu'elle avait déjà vu l'arrière qui était au fond pour préparer, donc c'est pour ça. Voilà. Mais ça sent le vécu, hein. Johan Huget qui connaît un petit peu le métier. Dès qu'il y a un trou, il faut le prendre. Après, on peut dire oui, c'est pas bon, c'est bon, et on nous dit ce qu'on veut, mais nous on voit le trou, ça passe. En contexte, c'est terrible. Voilà. Merci en tout cas, Johanna, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Johanna Griset et l'équipe de France donc, qui a buté sur la dernière marche de cette finale du tournoi destination, mais avec panache. Non, il est pas là. Allez, bonsoir Johanna et à très bientôt sur Sud Radio. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Allez, dans un instant, on retrouve Jacques Pessy, les clés d'une vie. Bonne soirée sur Sud Radio.